Bonsoir, l'ami, bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires apaisantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits relaxants. Alors, installe-toi confortablement, et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Il était une fois un royaume prospère niché entre montagnes et vallées. Un pays de pierres blanches et de toits d'ardoise où les rivières chantaient et où les champs de blé ondulaient sous le vent comme des vagues d'or. Ce royaume était gouverné par un jeune roi nommé Théodore, monté sur le trône à l'âge de 23 ans après la mort subite de son père. 4 années s'étaient écoulées depuis lors, 4 années pendant lesquelles Théodore avait tenté de se montrer digne de la couronne qui pesait sur sa tête, de remplir les attentes de son peuple, de ses conseillers, de l'histoire elle-même. Mais le fardeau de la royauté était plus lourd qu'il ne l'avait jamais imaginé. Chaque décision qu'il prenait affectait des milliers de vies. Chaque erreur de jugement pouvait avoir des conséquences désastreuses. Les courtisans le flattaient en public et le critiquaient dans son dos. Les nobles se disputaient son attention et sa faveur. Les ambassadeurs étrangers venaient présenter des demandes, des menaces à peine voilées, des alliances conditionnelles. Et au milieu de tout cela, Théodore se sentait perdu, comme un enfant qui jouerait à un jeu dont il ne comprenait pas vraiment les règles. Les nuits étaient les pires. Théodore ne dormait presque plus. Allongé dans son lit à baldaquin somptueux, dans cette chambre royale au plafond orné de fresques représentant les gloires de ses ancêtres, il fixait l'obscurité pendant des heures, l'esprit assailli par les inquiétudes. Avait-il pris la bonne décision concernant les taxes sur le commerce ? Le traité qu'il avait signé avec le royaume voisin était-il vraiment avantageux, ou s'était-il laissé manipuler ? Que penserait son père de la manière dont il gouvernait ? Serait-il à la hauteur de l'héritage qui lui avait été légué ? Les médecins du palais lui avaient prescrit toutes sortes de potions et d'élixirs censés favoriser le sommeil et calmer l'esprit. Rien n'y faisait. Les tisanes de valériane et de camomille restaient intouchées sur sa table de chevet. Les prières récitées par le chapelain royal semblaient glisser sur son âme sans y pénétrer. Théodore était devenu l'ombre de lui-même, les traits tirés, le regard fiévreux, les épaules voûtées sous un poids invisible mais écrasant. Un matin de mai, alors que le soleil inondait le palais d'une lumière dorée et que tout le royaume semblait célébrer le retour du printemps, Théodore se réveilla après une nuit particulièrement difficile, avec la sensation d'étouffer entre les murs de pierre de sa chambre. Il ne pouvait plus supporter les couloirs du palais, les salles d'apparat, les visages faussement souriants des courtisans. Il avait besoin d'air, d'espace, de silence. Sans prévenir personne, vêtu simplement d'une tunique de lin et d'un pantalon de toile, sans couronne ni insignes royaux, Théodore quitta ses appartements par une porte dérobée et descendit dans les jardins du palais. Ces jardins étaient célèbres dans tout le royaume et au-delà. Créés 2 siècles auparavant par un architecte paysagiste de génie, ils s'étendaient sur plusieurs hectares, organisés en terrasses successives qui épousaient la pente naturelle de la colline sur laquelle était bâti le palais. Théodore n'y était presque jamais venu depuis son accession au trône. Trop occupé par les affaires d'État, trop préoccupé par ses devoirs, il n'avait jamais pris le temps d'apprécier ce lieu pourtant magnifique qui se trouvait littéralement sous ses fenêtres. Ce matin-là, alors qu'il franchissait la grande porte de fer forgé qui séparait les jardins du reste du palais, il fut frappé par la beauté qui s'offrait à lui. Les allées de gravier blanc serpentaient entre des parterres géométriques où poussaient des roses de toutes les couleurs imaginables, des iris d'un violet profond, des pivoines aux pétales charnus et parfumés. Des haies de buis taillées avec une précision millimétrique dessinaient des motifs complexes. Des fontaines de marbre chantaient doucement, leurs jets d'eau scintillant sous le soleil. Des arbres centenaires, chênes majestueux et tilleuls odorants, offraient leur ombre généreuse. Et partout, absolument partout, régnait la vie et la beauté sous leurs formes les plus diverses. Théodore marcha lentement, comme s'il découvrait ce lieu pour la première fois. L'air était doux, chargé du parfum des fleurs et de l'herbe fraîchement coupée. Les oiseaux chantaient dans les arbres, un concert joyeux et complexe qui semblait célébrer la simple existence. Des papillons aux ailes délicatement peintes dansaient de fleur en fleur. Une abeille bourdonnait avec application, butinant méthodiquement chaque corolle rencontrée sur son chemin.
Le monde semblait vibrer d'une énergie paisible et pourtant intense, la vie s'exprimant dans toute sa générosité. Pour la première fois depuis des mois, Théodore sentit quelque chose se détendre en lui. Pas une relaxation complète, non, mais un léger relâchement de l'étau qui comprimait sa poitrine en permanence. Il respira profondément, conscient soudain qu'il n'avait pas vraiment respiré depuis longtemps, se contentant de prendre de courtes inspirations superficielles, comme si son corps lui-même était en état d'alerte constant. Il continua sa promenade, s'enfonçant plus profondément dans les jardins, vers des zones qu'il n'avait jamais explorées. Au-delà des parterres formels et des fontaines décoratives, le jardin devenait plus sauvage, plus naturel. Les allées étaient moins droites, bordées de lavande et de romarin qui exhalaient leur parfum sous le soleil. Des rosiers grimpants envahissaient des treilles de bois, créant des tonnelles ombragées. Un potager soigneusement entretenu offrait ses rangées de légumes, carottes aux fanes vertes, salades paumées, plants de tomates tutorés avec soin. Et c'est là, dans ce potager, que Théodore vit l'homme. Il était âgé, peut-être 70 ans, peut-être plus, vêtu d'un simple pantalon de toile rapiécé et d'une chemise décolorée par les lavages et le soleil. Ses mains noueuses et calleuses tenaient une binette avec laquelle il travaillait la terre autour des plants, éliminant les mauvaises herbes avec des gestes précis et économes. Son visage était tanné par des décennies passées au grand air, creusé de rides profondes qui témoignaient non pas de souffrance mais d'une vie vécue en plein air et en plein soleil. Ses cheveux blancs, épais malgré l'âge, étaient coupés courts. Et ses yeux, d'un bleu délavé couleur de ciel d'été, brillaient d'une tranquillité que Théodore n'avait jamais vue chez personne. L'homme leva les yeux à l'approche du roi, mais ne manifesta ni surprise ni déférence excessive. Il inclina simplement la tête dans un salut respectueux mais non servile, comme on salue un égal plutôt qu'un supérieur. « Bonjour, votre majesté », dit-il de sa voix calme et posée. « C'est rare de vous voir dans ces parties du jardin. » Théodore s'arrêta, légèrement décontenancé par le ton direct de l'homme. Les gens lui parlaient toujours avec une déférence obséquieuse, pesant chaque mot, courbant l'échine. Cet homme-là ne se courbait pas. Il se tenait droit, appuyé sur sa binette, et regardait le roi dans les yeux. « Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés, » dit Théodore. « Non, majesté. Je suis Élias, le jardinier en chef. J'ai servi votre grand-père, votre père, et maintenant vous, bien que vous ne le sachiez probablement pas. Mon travail se fait en silence et à l'aube, quand le palais dort encore. » Théodore observa le vieil homme avec curiosité. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? » « 52 ans, majesté. J'ai commencé à 16 ans comme apprenti jardinier, et je n'ai jamais quitté ce lieu. Ces jardins sont ma vie, mon œuvre, ma raison d'être. » Un silence s'installa, pas inconfortable, juste un moment de présence partagée. Théodore ne savait pas vraiment pourquoi il restait là. Il aurait pu continuer sa promenade, retourner au palais, reprendre ses fonctions. Mais quelque chose chez ce vieil homme l'intriguait, le retenait. Peut-être était-ce cette tranquillité qu'il dégageait, cette paix intérieure qui semblait irradier de lui comme une chaleur douce. « Vous semblez fatigué, majesté, » dit Élias doucement, sans jugement ni pitié dans la voix, juste une observation factuelle. « Les nuits doivent être longues. » Théodore faillit nier, dire que tout allait bien, maintenir cette façade de force et de contrôle qu'un roi se devait de présenter en toutes circonstances. Mais quelque chose dans le regard du jardinier l'en empêcha. Cet homme voyait clair, inutile de mentir. « Oui, » admit-il simplement. « Les nuits sont longues. Et les jours aussi. Je ne trouve plus de repos, ni pour mon corps ni pour mon esprit. » Élias hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement. « Le poids de la couronne, » murmura-t-il. « Votre père aussi le portait difficilement, surtout vers la fin. Il venait parfois me voir ici, tôt le matin. Nous ne parlions pas beaucoup, mais je crois que ma présence et celle du jardin l'apaisaient un peu. » Cette révélation surprit Théodore. Son père, cet homme qu'il avait toujours connu fort et inébranlable, avait lui aussi cherché refuge dans ces jardins ? Avait lui aussi connu le doute, l'insomnie, le poids écrasant des responsabilités ? « Que lui disiez-vous » demanda-t-il.
Rien de très profond, répondit Elias avec un léger sourire. Je lui parlais des plantes, de la terre, du cycle des saisons. Je lui montrais comment les choses poussent, comment elles évoluent, comment elles trouvent leur chemin même dans les conditions les plus difficiles. Parfois, les plus grandes leçons viennent des choses les plus simples. Il se baissa, caressa doucement les feuilles d'un plant de tomates. Regardez cette plante, par exemple. Il y a un mois, ce n'était qu'une graine minuscule, si petite qu'on pouvait à peine la voir. Mais cette graine contenait déjà tout ce qu'il fallait pour devenir ce plant vigoureux. Je l'ai semé, arrosé, protégé du gel tardif. Mais je ne peux pas faire pousser la plante à sa place. Je ne peux qu'offrir les conditions favorables. C'est la plante qui fait le travail, à son propre rythme, selon sa propre nature. Théodore écoutait, fasciné malgré lui. « Et si vous essayez d'accélérer le processus ?» demanda-t-il. Elias secoua la tête. « On ne peut pas. Si vous tirez sur une plante pour la faire pousser plus vite, vous ne faites que la casser. Si vous forcez un bourgeon à s'ouvrir avant son heure, la fleur sera déformée et mourra rapidement. La nature a son propre rythme, majesté. Et ce rythme est sage. Il a été perfectionné par des millions d'années d'évolution. Vouloir l'accélérer, c'est aller contre la sagesse profonde de la vie elle-même. » Il se redressa, regarda Théodore directement dans les yeux. « C'est la même chose pour les royaumes et pour les rois. On ne peut pas forcer les choses à se produire selon notre volonté et notre calendrier. On peut seulement créer les conditions favorables, et ensuite laisser le temps faire son œuvre. La patience, majesté, n'est pas de la passivité. C'est une forme de sagesse active, la compréhension profonde que toute chose a son moment, son kéros, et que notre travail est de reconnaître ces moments plutôt que de les créer artificiellement. » Ces paroles résonnèrent profondément en Théodore. N'était-ce pas exactement son problème? Il essayait constamment de tout contrôler, de tout anticiper, de forcer les événements à se conformer à sa volonté ou à celle de ses conseillers. Et dans ce processus, il s'épuisait, se perdait, oubliait que certaines choses ne peuvent être ni hâtées ni contrôlées, qu'elles doivent simplement être accueillies quand elles arrivent. « Restez avec moi aujourd'hui, si vous le voulez, » proposa Elias. « Laissez-moi vous montrer comment fonctionne ce jardin, comment chaque plante, chaque insecte, chaque élément trouve sa place dans un équilibre plus grand. Je pense que cela pourrait vous apporter, non pas des réponses, peut-être, mais une perspective différente. » Théodore hésita. Il avait des audiences prévues, des documents à signer, des décisions à prendre. Ses conseillers devaient déjà le chercher, s'inquiétant de son absence inhabituelle. Mais quelque chose en lui, une intuition profonde, lui disait que ce qu'il apprendrait aujourd'hui dans ce jardin serait plus important que n'importe quelle réunion du conseil. « D'accord, » dit-il simplement. « Montrez-moi. » Le sourire d'Elias s'élargit légèrement. « Bien. Commençons par le commencement. Enlevez vos chaussures, Majesté. On ne peut vraiment comprendre un jardin qu'en sentant la terre sous ses pieds. » Théodore obéit, retirant ses bottes de cuir fin pour les poser soigneusement sur le côté de l'allée. Quand ses pieds nus touchèrent l'herbe fraîche et la terre encore humide de la rosée matinale, il ressentit quelque chose d'étrange, presque une décharge électrique, comme si un circuit s'était soudain refermé, le reconnectant à quelque chose de fondamental qu'il avait oublié. Elias commença à marcher lentement dans le jardin, et Théodore le suivit. Le vieil homme ne parlait pas beaucoup, se contentant de désigner des choses, de les nommer, d'expliquer brièvement leurs fonctions dans l'écosystème du jardin. « Voyez cette coccinelle » dit-il en désignant un petit insecte rouge ponctué de points noirs qui escaladait une feuille de rosier. « Elle mange les pucerons qui sinon détruiraient les plantes. Je ne la place pas là, je ne la contrôle pas. Je crée simplement les conditions pour qu'elle vienne naturellement, et elle fait son travail sans que j'aie à intervenir. » Ils passèrent devant un tas de compost où se décomposaient feuilles mortes et déchets végétaux. « Les gens trouvent cela laid, » dit Elias. « Mais c'est ici que naît la fertilité du jardin. La mort nourrit la vie. Les feuilles de l'année dernière deviennent l'humus qui nourrira les plantes de cette année.
Rien n'est vraiment perdu, tout se transforme. C'est le cycle éternel. Il montra à Théodore comment tailler un rosier, non pas en coupant brutalement mais en suivant la forme naturelle de la plante, en enlevant seulement ce qui était mort ou malade, en guidant délicatement la croissance sans la forcer. Un bon jardinier, expliqua-t-il, ne domine pas la nature. Il collabore avec elle. Il observe, comprend, et intervient avec le minimum de force nécessaire. C'est un art subtil qui demande plus de patience que de puissance. Les heures passèrent sans que Théodore ne s'en rende compte. Il aidait Élias dans ses tâches, apprenant à biner sans blesser les racines, à arroser sans noyer les plantes, à reconnaître les signes de santé ou de maladie d'une plante juste en observant ses feuilles. Ses mains, habituées à tenir des plumes et des sceptres, se salissaient de terre. Sa tunique de lin se tachait de vert et de brun. Mais il ne s'en souciait pas. Pour la première fois depuis longtemps, il était complètement absorbé par ce qu'il faisait, l'esprit libre de ses habituelles ruminations anxieuses. Vers midi, Élias produisit un panier contenant un repas simple, du pain complet, du fromage de chèvre, des tomates fraîchement cueillies, des herbes aromatiques. Ils s'assirent à l'ombre d'un vieux tilleul et mangèrent en silence, ou presque. Élias parlait parfois, racontant l'histoire de tel arbre planté par le grand-père de Théodore, de telle variété de roses développée spécialement pour la grand-mère du roi qui aimait particulièrement cette couleur de corail. Les jardins portent la mémoire, dit le vieil homme. Chaque plant, chaque arbre est un témoin du temps qui passe. Ils ont vu naître et mourir des générations de rois, de jardiniers, de visiteurs. Et ils continuent, imperturbables, suivant leur propre rythme qui est celui des saisons et non celui des hommes. Il y a quelque chose de rassurant dans cette continuité, vous ne trouvez pas ? Dans ce rappel que nous ne sommes qu'un instant dans un flux beaucoup plus vaste. Théodore hocha la tête. Il comprenait ce que voulait dire Élias. Toute sa vie, il s'était senti écrasé par le poids de l'histoire, par la nécessité d'être à la hauteur de ses ancêtres, de laisser sa propre marque indélébile. Mais peut-être cette perspective était-elle faussée. Peut-être qu'accepter d'être simplement un maillon dans une chaîne, important mais non unique, pourrait le libérer de ce poids plutôt que de l'écraser. L'après-midi continua dans le même rythme paisible. Élias montra à Théodore le jardin des plantes médicinales, où poussaient camomille, menthe, valériane, millepertuis. Chacune a ses propriétés, expliqua-t-il, mais elles ne fonctionnent que si on les utilise au bon moment, dans les bonnes quantités, pour les bonnes personnes. Il n'y a pas de solution universelle, majesté. Ce qui guérit l'un peut empoisonner l'autre. La sagesse consiste à discerner ce qui convient à chaque situation particulière. N'était-ce pas aussi une leçon de gouvernance ? Théodore essayait souvent d'appliquer les mêmes solutions à des problèmes différents, se fiant à des principes généraux plutôt qu'à une compréhension fine de chaque situation unique. Peut-être devrait-il gouverner comme Élias jardinait, en observant attentivement, en comprenant les besoins spécifiques, en intervenant avec discernement plutôt qu'avec force. Alors que le soleil commençait à décliner vers l'horizon, Élias mena Théodore vers une partie du jardin qu'il n'avait pas encore visitée. C'était une zone plus sauvage, moins entretenue en apparence, où les plantes poussaient dans un désordre apparent. Un petit ruisseau murmurait à travers les rochers moussus. Des fougères déroulaient leurs crosses vert tendre. Des orchidées sauvages pointaient timidement entre les pierres. « C'est mon jardin secret », dit Élias avec une note de tendresse dans la voix. « L'endroit où je laisse la nature faire ce qu'elle veut, sans presque aucune intervention de ma part. C'est ici que je viens quand j'ai besoin de me rappeler que je ne suis pas le maître, juste le gardien temporaire d'un lieu qui existait avant moi et existera après moi. » Au centre de ce jardin sauvage se trouvait une petite clairière circulaire, entourée de hautes graminées qui ondulaient doucement dans la brise du soir. Et là, protégée par les herbes, poussait une plante que Théodore n'avait jamais vue auparavant. Elle était relativement petite, avec des feuilles charnues d'un vert profond presque bleuté,
et au sommet de sa tige unique se formait un bourgeon serré, fermé hermétiquement, d'un blanc nacré teinté de rose. La Regina Nocti, murmura Elias avec révérence. La reine de la nuit. C'est une plante extrêmement rare, que j'ai mise 20 ans à cultiver avec succès. Elle ne fleurit qu'une seule fois dans sa vie, et seulement pour une nuit. Une seule nuit, Majesté, pendant laquelle elle offre la fleur la plus belle et la plus parfumée que vous puissiez imaginer. Et puis, au matin, la fleur se fane et meurt, et la plante elle-même dépérit peu après, ayant donné tout ce qu'elle avait à donner. Théodore s'agenouilla devant la plante, fasciné. « Quand va-t-elle fleurir » demanda-t-il. Elias examina le bourgeon attentivement, le touchant avec une délicatesse infinie. « Ce soir, dit-il finalement. Si je ne me trompe pas, et je me trompe rarement sur ces choses, elle s'ouvrira cette nuit. C'est pour cela que je vous ai amené ici. J'ai senti que vous deviez voir cela. » Le soleil touchait maintenant l'horizon, teintant le ciel de pourpre et d'or. Les ombres s'allongeaient dans le jardin, et une fraîcheur douce commençait à remplacer la chaleur du jour. Les oiseaux chantaient leur dernier chant avant la nuit, un adieu mélodieux au jour qui s'achevait. Dans le ciel qui s'assombrissait, les premières étoiles apparaissaient, timides d'abord, puis de plus en plus nombreuses et brillantes. Elias alla chercher 2 chaises pliantes qu'il installa dans la clairière, face à la reine de la nuit. Il apporta aussi une lanterne qu'il posa à bonne distance de la plante, assez loin pour ne pas perturber le processus naturel mais assez près pour qu'il puisse voir. Puis les 2 hommes s'assirent et attendirent, en silence, alors que la nuit tombait complètement sur le jardin. La lune se leva, presque pleine, baignant le jardin d'une lumière argentée et douce. Dans cette clarté lunaire, les formes prenaient un aspect irréel, presque magique. Les graminées semblaient tissées d'argent liquide. Les gouttes de rosée qui commençaient à se former scintillaient comme des diamants. Et la reine de la nuit, au centre de ce tableau, attendait son heure dans une immobilité parfaite. Théodore ne savait pas combien de temps ils restèrent assis là. Le temps semblait s'être arrêté, ou du moins avoir ralenti jusqu'à devenir imperceptible. Il n'y avait plus d'urgence, plus d'anxiété, plus de rumination mentale. Juste cette présence partagée, cette attente paisible, cet état de réceptivité totale à ce qui allait se passer. Et puis, si subtilement que Théodore faillit le manquer, quelque chose changea. Le bourgeon de la reine de la nuit frémit légèrement. C'était un mouvement à peine visible, mais dans le silence et l'immobilité de la nuit, il était perceptible. Elias se pencha légèrement en avant, ses yeux brillants d'anticipation. Le bourgeon frémit de nouveau, plus fort cette fois. Puis, avec une lenteur infinie qui rendait le spectacle encore plus fascinant, les pétales extérieurs commencèrent à se séparer. Millimètre par millimètre, la fleur s'ouvrait, dévoilant couche après couche de pétales d'un blanc pur, presque luminescent dans la clarté lunaire. Le processus prenait une éternité et un instant à la fois, une ouverture si graduelle qu'on ne la voyait pas vraiment se produire. On ne constatait que le résultat, la fleur qui était un peu plus ouverte qu'un moment auparavant. Au fur et à mesure que la fleur s'épanouissait, un parfum extraordinaire commençait à se répandre dans l'air. C'était une fragrance complexe, impossible à décrire précisément, mélange de jasmin, de vanille, de quelque chose de sucré mais pas écœurant, de quelque chose de frais mais pas froid. C'était le parfum même de la vie, de la beauté, de la perfection éphémère. Théodore resta absolument immobile, à peine osant respirer, les yeux fixés sur la fleur qui continuait son ouverture majestueuse. Il n'y avait plus rien au monde que ce spectacle, cette révélation progressive d'une beauté si pure, si parfaite qu'elle en devenait presque douloureuse. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues, mais il ne les essuya pas, ne voulant pas détourner son attention ne serait-ce qu'une seconde. Finalement, après ce qui sembla être des heures mais ne fut probablement que 30 ou 40 minutes, la reine de la nuit atteignit sa pleine floraison. La fleur était énorme, beaucoup plus grande qu'elle ne paraissait quand elle était en bourgeon, ses pétales déployés en une corolle parfaite qui semblait faite de soie liquide. Au centre, les étamines dorées brillaient comme de minuscules soleils. Et le parfum, à son apogée maintenant, emplissait tout le jardin, transformant l'air lui-même en quelque chose de précieux et de sacré.
Elias et Théodore restèrent assis là pendant des heures, contemplant la fleur dans un silence révérencieux. Ils ne parlèrent pas, car aucun mot n'aurait pu être à la hauteur de ce qu'ils vivaient. C'était un de ces moments rares où l'existence elle-même se révèle dans sa simplicité et sa profondeur, où l'on touche quelque chose d'essentiel qui échappe habituellement à la perception ordinaire. Vers minuit, Théodore murmura enfin, « Elle aura disparu demain matin. » Ce n'était pas une question, juste une constatation empreinte de mélancolie. « Oui, » répondit doucement Elias. « Au lever du soleil, elle commencera à se faner. D'ici demain midi, il n'en restera presque rien. Toute cette beauté, toute cette perfection, disparue en quelques heures. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si belle, majesté. Parce qu'elle est éphémère. Parce qu'elle ne dure pas. Si cette fleur restait ouverte éternellement, elle perdrait sa magie. C'est sa brièveté même qui lui confère sa valeur. » Il se tourna vers le roi, son visage ridé baigné de lumière lunaire. C'est la grande leçon du jardin, et peut-être de la vie elle-même. Tout est temporaire. Les fleurs fleurissent et se fanent. Les saisons changent. Les rois viennent et partent. Nous nous accrochons aux choses, nous voulons qu'elles durent éternellement, et quand elles changent ou disparaissent, nous souffrons. Mais si nous acceptons l'impermanence, si nous comprenons que la beauté réside précisément dans le fait que rien ne dure, alors nous pouvons enfin être en paix. Il marqua une pause, laissant ses paroles résonner dans le silence nocturne. Vous voulez contrôler votre royaume, Majesté, vous assurer que tout se passe exactement comme vous l'avez planifié. Mais un royaume est comme un jardin. Vous ne pouvez pas contrôler chaque détail, forcer chaque plante à pousser exactement comme vous le voulez. Vous pouvez seulement créer les conditions favorables, puis laisser les choses se dérouler selon leur propre nature, leur propre rythme. Et accepter que tout change constamment, que rien ne reste fixe. La paix, continua-t-il, ne vient pas du contrôle. Elle vient de l'acceptation. L'acceptation que vous êtes humain, limité, mortel. L'acceptation que vous ferez des erreurs, malgré vos meilleures intentions. L'acceptation que certaines choses sont au-delà de votre pouvoir, qu'elles doivent simplement se dérouler comme elles le doivent. Quand vous cessez de lutter contre cette réalité, quand vous commencez à travailler avec elle plutôt que contre elle, alors le fardeau devient plus léger. Vous ne portez plus seul le poids du monde. Vous le partagez avec la vie elle-même, avec ses rythmes naturels, avec sa sagesse ancestrale. Théodore écoutait, et quelque chose en lui s'ouvrait, comme la reine de la nuit s'était ouverte, lentement, pétale par pétale. Il comprit soudain ce qu'il avait épuisé, ce qu'il avait vidé de toute joie et de toute paix. Ce n'étaient pas les responsabilités elles-mêmes, aussi lourdes soient-elles. C'était son refus d'accepter l'incertitude inhérente à l'existence, sa volonté de tout maîtriser, de tout prévoir, de ne jamais faire d'erreur. En voulant être un roi parfait, il était devenu un homme brisé. Mon père souffrait-il de la même chose ? Demanda-t-il doucement. Elias hocha la tête. Oui, surtout vers la fin. Il était devenu rigide, incapable de lâcher prise. Cela l'a tué prématurément, j'en suis convaincu. Son corps n'a pas supporté la tension constante dans laquelle il vivait. J'ai essayé de lui enseigner ce que je vous enseigne maintenant, mais il était peut-être trop tard pour lui. Les habitudes de toute une vie ne se changent pas facilement. Il se tourna vers Théodore avec un regard intense. Mais vous, Majesté, vous êtes encore jeune. Vous avez le temps d'apprendre une autre manière d'être, une autre manière de gouverner. Une manière qui respecte le rythme naturel des choses, qui comprend que la force véritable réside dans la souplesse plutôt que dans la rigidité, dans l'acceptation plutôt que dans le contrôle. Ils restèrent assis là jusqu'à l'aube. Théodore observa la fleur dans toute sa splendeur nocturne, imprimant son image dans sa mémoire, sachant qu'il ne reverrait jamais quelque chose d'aussi beau. Et effectivement, quand les premières lueurs de l'aube commencèrent à éclaircir le ciel à l'est, la fleur commença imperceptiblement à perdre son éclat. Ses pétales, si lumineux dans la clarté lunaire, devenaient légèrement translucides. Son parfum, bien que toujours présent, s'affaiblissait graduellement. Au lever du soleil, la transformation était indéniable.
La reine de la nuit se refermait, non pas comme elle s'était ouverte mais différemment, les pétales s'affaissant, perdant leur turgescence, leur perfection géométrique. En quelques heures, ce qui avait été la fleur la plus magnifique que Théodore ait jamais vue n'était plus qu'une masse informe de pétales flétris, brunissant déjà sur leurs bords. « C'est triste, murmura Théodore, sentant une mélancolie profonde l'envahir. « Non, dit doucement Elias. C'est juste le cycle naturel. Cette fleur a accompli son destin. Elle s'est ouverte, elle a partagé sa beauté et son parfum avec le monde, et maintenant elle se retire. Il n'y a rien de triste là-dedans, seulement l'ordre naturel des choses. Et regardez. » Il désigna la base de la plante, où de minuscules graines commençaient déjà à se former. Elle a créé les semences de sa propre continuation. D'autres reines de la nuit naîtront de ces graines, fleuriront à leur tour dans 20 ou 30 ans, perpétuant le cycle. Rien n'est vraiment perdu. Tout se transforme. Théodore se leva, ses jambes engourdies après cette longue nuit d'immobilité. Le soleil était maintenant au-dessus de l'horizon, baignant le jardin d'une lumière dorée et chaude. Les oiseaux chantaient leur chant matinal. Une nouvelle journée commençait, pleine de promesses et de possibilités. Il se tourna vers Elias, et pour la première fois depuis très longtemps, il sourit, un vrai sourire qui venait du fond de son être. « Merci, dit-il simplement. Merci de m'avoir montré tout cela. Merci de m'avoir rappelé ce que j'avais oublié, ou peut-être ce que je n'avais jamais vraiment su. » Elias inclina la tête. « C'est le jardin qui vous a enseigné, Majesté, pas moi. Je ne suis que le gardien, le guide. Mais vous avez été un élève attentif. Et maintenant, vous pouvez emporter ces leçons avec vous, dans votre palais, dans votre gouvernance, dans votre vie. » Théodore marcha lentement vers le palais, ses pieds toujours nus, ses vêtements tachés de terre et d'herbe. Il devait avoir l'air d'un vagabond plutôt que d'un roi, mais il ne s'en souciait pas. Il se sentait différent, transformé d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer mais qu'il ressentait dans chaque cellule de son corps. Quelque chose s'était détendu en lui, dénoué. Le poing qui serrait son cœur depuis si longtemps s'était enfin ouvert. Quand il entra dans ses appartements, ses serviteurs et ses conseillers l'attendaient, anxieux et soulagés à la fois de le voir revenir. Ils voulurent savoir où il était allé, s'inquiéter de son apparence négligée, le presser de se changer et de reprendre ses fonctions. Mais Théodore leva simplement la main, un geste calme mais autoritaire qui les fit tous se taire. « J'ai passé la journée et la nuit dans les jardins, » dit-il tranquillement. « J'avais besoin d'apprendre quelque chose que seul le jardin pouvait m'enseigner. Et maintenant que je l'ai appris, tout va changer. La manière dont je gouverne, la manière dont je prends mes décisions, la manière dont je vis. Car j'ai compris que vouloir tout contrôler, c'est le chemin de la folie et de la souffrance. La vraie sagesse consiste à comprendre le rythme naturel des choses et à travailler avec lui, pas contre lui. » Dans les jours qui suivirent, le changement en Théodore devint évident pour tous. Il dormait mieux, ses traits se détendaient, son regard retrouvait une clarté qu'il avait perdue. Mais plus important encore, sa manière de gouverner évolua. Il apprit à écouter davantage, à observer, à laisser les situations se développer plutôt que de vouloir immédiatement imposer des solutions. Il découvrit que souvent, les problèmes se résolvaient d'eux-mêmes quand on leur laissait le temps de mûrir, qu'intervenir trop vite et trop fort créait souvent plus de dégâts que de bienfaits. Il prit l'habitude de descendre chaque matin dans les jardins, avant le lever du soleil, pour retrouver Elias. Ils travaillaient ensemble en silence, le roi apprenant les gestes du jardinage, se familiarisant avec les plantes, leurs besoins, leurs cycles. Et dans ce travail simple et répétitif, il trouvait une forme de méditation, un ancrage dans le présent qui lui permettait d'affronter ensuite les défis de sa journée avec plus de sérénité. Elias ne lui donnait pas de conseils directs sur la gouvernance. Il ne parlait que de jardinage, de plantes, de saisons. Mais Théodore comprenait les métaphores, voyait les parallèles. Quand Elias expliquait qu'il fallait parfois élaguer sévèrement un arbre pour qu'il devienne plus fort, Théodore y voyait une leçon sur la nécessité parfois de prendre des décisions difficiles, d'éliminer ce qui était mort ou nuisible même si c'était douloureux.
Quand le jardinier montrait comment des plantes différentes pouvaient coexister harmonieusement, se soutenant mutuellement, Théodore y voyait un modèle pour une société où la diversité était une force plutôt qu'une faiblesse. Les mois passèrent. L'été céda la place à l'automne, puis à l'hiver. Le jardin se transforma au fil des saisons, et Théodore apprit à apprécier chaque phase de ce cycle. L'exubérance du printemps, la plénitude de l'été, la mélancolie dorée de l'automne, le repos silencieux de l'hiver. Chaque saison avait sa beauté propre, sa raison d'être. Et il comprit que sa vie et son règne suivraient aussi des saisons, des périodes d'expansion et de croissance suivies de périodes de consolidation et de repos. Ce n'était pas un échec que de parfois ralentir, se retirer, laisser les choses se calmer. C'était simplement suivre le rythme naturel de toute existence. Son royaume prospéra sous cette nouvelle approche. Non pas parce que Théodore était devenu un meilleur stratège ou un administrateur plus compétent, mais parce qu'il avait appris à ne pas interférer inutilement, à laisser les forces naturelles de la société trouver leur propre équilibre. Il créait les conditions favorables, des lois justes, une administration honnête, des opportunités pour tous, puis il laissait les gens vivre leur vie, faire leurs choix, construire leur bonheur selon leurs propres termes. Les courtisans étaient parfois déconcertés par ce roi qui refusait de se presser, qui prenait le temps de réfléchir avant de décider, qui n'hésitait pas à dire « je ne sais pas » ou « attendons de voir comment la situation évolue ». Mais il ne pouvait nier les résultats. Le royaume était plus paisible, plus prospère qu'il ne l'avait été depuis des générations. Les gens semblaient plus heureux, moins oppressés par une autorité écrasante. Un an après cette nuit où il avait contemplé la floraison de la reine de la nuit, Théodore retourna avec Élias dans le jardin secret. La plante originale était morte, comme prévu, mais d'une de ses graines avait germé une nouvelle plante. Elle était encore petite, à peine quelques centimètres de haut, mais elle poussait vigoureusement, promettant qu'un jour, dans 20 ans peut-être, elle offrirait à son tour sa floraison unique et éphémère. « Voilà », dit Élias en caressant doucement les feuilles de la jeune plante. « Le cycle continue. J'aurais probablement quitté ce monde avant que cette plante ne fleurisse, mais elle fleurira quand même. Et peut-être qu'un autre roi, ou un autre jardinier, sera là pour la voir et apprendre la même leçon que vous avez apprise. C'est ainsi que la sagesse se transmet, de génération en génération, à travers les cycles éternels de la nature. » Théodore s'agenouilla près de la jeune reine de la nuit. Il pensa à tous les futurs qu'elle contenait déjà en elle, tous les possibles non encore manifestés. Et il pensa aussi à son propre royaume, aux graines qu'il plantait maintenant par sa manière de gouverner, et qui porteraient leurs fruits longtemps après qu'il ne soit plus là. « Enseignerez-vous à mon successeur ce que vous m'avez enseigné ?» demanda-t-il. Élias secoua la tête avec un sourire. « Je suis vieux, Majesté. Je ne serai probablement plus là quand vous aurez un successeur. Mais vous pourrez lui transmettre ces leçons. Vous pourrez l'amener dans ce jardin, lui montrer les plantes, lui enseigner la patience et le respect du rythme naturel des choses. Ainsi, la sagesse continuera, comme la vie elle-même continue, à travers les générations. » Ils restèrent là un moment, dans ce jardin secret où tout avait commencé, où la transformation de Théodore avait pris racine. Puis ils se levèrent et retournèrent vers leurs occupations respectives, le jardinier vers ses plantes, le roi vers son royaume. Mais quelque chose avait fondamentalement changé. Théodore n'était plus cet homme épuisé, anxieux, écrasé par le poids de ses responsabilités. Il avait trouvé un équilibre, une paix intérieure qui ne dépendait plus des circonstances extérieures. Il savait maintenant que la vraie force ne résidait pas dans le contrôle mais dans l'acceptation, pas dans la rigidité mais dans la souplesse, pas dans la hâte mais dans la patience. Il avait appris la leçon fondamentale du jardin, que toute chose a son temps, son kéros, et que forcer les événements avant leur maturité ne produit que de la souffrance et du chaos. Il avait compris que gouverner un royaume, comme cultiver un jardin, était un art subtil qui demandait plus d'écoute que de commandement, plus d'observation que d'action, plus de sagesse que de force. Et quand, de nombreuses années plus tard, devenu un roi respecté et aimé, Théodore sentit sa propre fin approcher, il descendit une dernière fois dans le jardin. Élias était mort depuis longtemps, remplacé par un jeune jardinier qu'il avait lui-même formé.
Mais l'esprit du vieil homme vivait encore dans chaque plante, chaque allée, chaque coin de ce lieu magique. Théodore marcha lentement jusqu'au jardin secret. La nouvelle reine de la nuit, celle qui avait germé de la graine de la plante qu'il avait vue fleurir, était maintenant mature, portant un bourgeon qui promettait de s'ouvrir bientôt. Il s'assit sur la même chaise où il s'était assis des décennies auparavant, et attendit. Et cette nuit-là, sous la pleine lune, la fleur s'ouvrit de nouveau, aussi belle, aussi parfaite, aussi éphémère que celle qu'il avait vue dans sa jeunesse. Et Théodore sourit, sentant le cercle se refermer, comprenant que sa propre vie, comme celle de cette fleur, avait suivi son cours naturel. Il avait fleuri à son heure, avait partagé sa beauté avec le monde, et maintenant il était temps de se faner, de retourner à la terre dont il était venu, de devenir l'humus qui nourrirait les générations futures. Il n'y avait pas de tristesse dans cette réalisation, juste une profonde acceptation. Car il avait appris, dans ce jardin, sous la tutelle silencieuse d'un vieux jardinier, la leçon la plus importante de toutes, que la paix vient à ceux qui respectent le rythme des choses, qui acceptent l'impermanence de toute existence, qui comprennent qu'essayer de forcer la vie à se conformer à nos désirs est le chemin de la souffrance, tandis qu'accepter et collaborer avec le flux naturel de l'existence est le chemin de la sérénité. Le soleil se leva. La reine de la nuit commença à se faner. Et Théodore, roi paisible d'un royaume prospère, ferma doucement les yeux et s'endormit pour la dernière fois, un sourire serein sur les lèvres, ayant enfin trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie, la paix qui vient de l'acceptation, la sagesse qui naît de la patience, et la compréhension que tout, absolument tout, suit son propre rythme parfait dans la grande symphonie de la vie. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette histoire t'a apporté un peu de calme et de sérénité. Souviens-toi, comme le roi Théodore l'a appris du sage jardinier Elias, la vie ne peut être forcée. Chaque chose a son temps, son moment parfait. La paix ne vient pas du contrôle de chaque aspect de notre existence, mais de l'acceptation du rythme naturel des choses. Parfois, la plus grande force réside dans la patience, dans l'observation attentive, dans la capacité à laisser les situations mûrir avant d'intervenir. Et souviens-toi aussi que la beauté la plus précieuse est souvent éphémère, que c'est précisément sa brièveté qui lui confère sa valeur. Prends soin de toi, respecte ton propre rythme, et fais confiance à la sagesse profonde de la vie. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits apaisants. Je te dis à très bientôt pour une autre histoire, un autre voyage vers la paix et la compréhension. Bonne nuit, et fais de beaux rêves.